Merci. Bienvenue, chers amis, à notre messe de chaque vendredi. Et aujourd'hui, c'est un thème assez intéressant que nous aurons à pouvoir savourer, et cela avec euh, la présentation qui nous sera faite par le professeur Ali Boulaboula. Eh bien, comme vous le savez, SCPCI s'occupe très particulièrement de pouvoir faire la promotion de la prévention et du contrôle des infections, renforcer les capacités en prévention et contrôle des infections et ainsi donc essayer de pouvoir appuyer tant soit peu les communautés dans cette perspective. Eh bien, cet après-midi, avant-midi pour d'autres, bien sûr, nous aurons à parler du choléra. Professeur Ali Boulaboula est professeur de l'université, expert en PCI et il est également le président du conseil d'administration de SCPCI. Eh bien, qu'est-ce que SCPCI? C'est l'expertise congolaise en prévention et contrôle des infections. Le professeur Boulaboula a été consultant pour plusieurs organisations, aussi bien nationales qu'internationales. Les cités, nous allons encore passer euh, 1 heure pour pouvoir terminer. Mais disons tout de suite que sa passion pour la science, sa passion pour la recherche et sa passion pour l'éducation fait qu'en cet après-midi, nous puissions l'avoir comme orateur. Quelques dispositions techniques qui nous permettraient de pouvoir avoir une présentation aussi audible à tous. Nous demanderons à chacun de pouvoir fermer son micro, à chacun de pouvoir également surveiller de temps à autre sa caméra pour pouvoir améliorer la bande passante pour l'un et pour l'autre. Nous demandons aussi à ce que lorsqu'il aura fini, lors du débat, que les interventions puissent se faire de la manière suivante. Dans la boîte à conversation, chacun peut poster un message pour pouvoir le passer à tout un chacun d'entre nous. Celui qui aimerait poser la question levera sa main et pour une question orale, il lui sera donc accordé la parole, il ouvrira son micro et pourra ainsi donc s'exprimer. Chers collègues, chers amis, soyez encore une fois les bienvenus. Professeur Ali Boulaboula, c'est un plaisir de vous avoir toujours et parmi nous. Et nous vous souhaitons donc de nouveau la bienvenue et une très bonne prestation pour cet après-midi. Pour cet après-midi. Bonne attention à tous. Partageons les liens avec les uns et les autres qui n'ont pas encore joint, de façon à ce que plus nombreux nous puissions être attendus aux lèvres du professeur. Pour nous permettre de pouvoir donner nos appréciations sur le déroulement et nos suggestions éventuellement pour essayer de pouvoir améliorer. Sur cette plateforme se trouvent aussi des panélistes qui vont pouvoir apporter leur contribution donc à ce travail qui va être qui aujourd'hui fête la journée de la femme. Aujourd'hui, nous allons parler des généralités sur le choléra et voici le plan qui comprend la définition du choléra, l'épidémiologie, l'agent causal, la transmission, la pathogénie, la symptomatologie, le traitement, la conclusion et ce que nous pouvons retenir. Comme définition,
Le choléra est une maladie diarrhéique aiguë à la suite d'une infection de l'intestin par Vibrio cholerae, une bactérie gram-négative en forme de virgule ou en bâtonnet droit ou en virgule. Alors, la situation mondiale du choléra, telle que la carte le montre en 2022, montre que de plus en plus, la maladie a augmenté en prévalence, mais aussi que sa distribution sur le plan géographique s'est étendue davantage. Alors, vous pouvez voir, c'est sur cette carte, en Afrique et dans les pays asiatiques, qui sont du reste considérés comme des pays, la plupart des points qui présentent la maladie sous forme endémique. Donc, il y a une extension. L'OMS signale depuis 2021 la tendance à l'augmentation dans le monde entier. Mais les situations des pays endémiques demeurent et augmentent en prévalence. Alors, quelle est la situation en Afrique? Prenons le relevé de janvier jusqu'au 5 mars de cette année. Il a été dénombré 45 370 cas et 940 décès, soit une létalité de cas, c'est 260, et nouveaux décès, 2 cas. L'agent causal de la maladie, Vibrio cholerae, c'est un bâtonnet gram-négatif, mobile, anaérobie facultative, qui peut survivre pendant 1 mois dans l'eau. Cette bactérie est observée dans le sol et même dans la vase. Vibrio cholerae est décrit comme un bâtonnet droit ou incurvé, portant des flagelles polaires, mais avec possibilité d'acquérir des flagelles latéraux sur un milieu solide. Elles sont oxydases positives avec une utilisation de déglucose comme source de carbone unique, sinon principale. Et ce bâtonnet peut se développer dans un milieu alcalin ou salin. Alors, il existe de nombreux sérotypes, mais seuls les types toxinogènes encapsulés, le 0,1 et le 0,139, sont à la base du développement des épidémies. Le type 0,1 est divisé en 2 biotypes, classique et Eltor.
Chaque biotype est divisé en deux sérotypes, Inaba et Ogawa. Alors, les types 0,1 et 0,139 sont toxinogènes. Le gène de la toxine colérique, qui est CTXAB, est porté par le phage filamenteux lysogène CTX sous forme d'un prophage dans les souches toxinogènes. Le récepteur du phage, c'est le pilus TCP. Co-régulé par la toxine. Autre rôle du pilus, il est utilisé dans la colonisation de l'intestin de l'hôte. Et le Vibrio cholerae est considéré comme le meilleur exemple de transfert horizontal de gènes conférant une pathogénicité. La transmission. La transmission de Vibrio cholerae s'effectue par contact direct avec le sujet contaminé ou ses selles, mais de façon indirecte par le biais de l'eau de boisson ou des aliments souillés par les selles du sujet contaminé. L'incubation varie de 3 à 72 heures. L'infection par les sérotypes 0,1 et 0,139 entraîne des diarrhées légères à graves. Approximativement 20% des diarrhées graves sont des diarrhées aqueuses, dont 10 à 20% d'entre elles sont des selles de type eau de riz à cause de particules de mucus flottantes. Pathogénie. Les bactéries Vibrio cholerae adhèrent à la muqueuse de l'intestin grêle et ne sont pas invasives, mais elles sécrètent une toxine AB, le choléragène. Alors, la fraction A pénètre dans les cellules épithéliales de l'intestin et vont y activer l'adénylcyclase. Et cela aura pour conséquence une hypersécrétion d'eau, de chlorure, mais aussi une inhibition de l'absorption du ion sodium. La symptomatologie de cette maladie
le patient subit une déperdition massive d'eau et d'électrolytes, qui est suivie des crampes abdominales, de vomissements. Il n'y a pas de fièvre normalement, et même souvent. S'il y a de la fièvre, il faut chercher une autre raison, une autre origine de cette fièvre, et tout cela s'accompagne de diarrhée. La perte de liquide durant l'infection est estimée entre 10 à 15 litres de liquide. Et la mort est consécutive d'une hémoconcentration de protéines associée à une réduction des quantités de liquide qui vont amener un choc circulatoire et un collapsus. Alors, il a été montré que le passage de ces bactéries par l'hôte humain augmente leur pouvoir infectieux dont le mécanisme est mal connu. Un élément du milieu intestinal stimule l'activité de certains gènes bactériens avant la sortie de Vibrio cholerae de l'organisme avec les selles aqueuses. Alors, les gènes stimulés prépareraient les bactéries à une colonisation plus efficace chez les prochaines victimes. On signale même que ces gènes préparent ces Vibrio cholerae à mieux supporter dans l'environnement la chaleur, le pH alcalin et vivre dans un milieu salin. Le traitement. La réhydratation péros ou par voie intraveineuse vise à stimuler la réabsorption d'eau par l'intestin, mais à corriger aussi le déséquilibre de cette déperdition d'eau et des électrolytes. Les antibiotiques comme la doxycycline et la tétracycline peuvent être administrés. Les mesures de contrôle les plus efficaces, contrôle de la maladie, les plus efficaces sont les conditions sanitaires adéquates et notamment le ravitaillement en eau. En absence du traitement, le taux de mortalité dépasse les 50%. Mais avec un traitement et des soins symptomatiques, le taux susmentionné est inférieur à 1%.
En conclusion, le choléra est un problème de santé publique et une urgence médicale. La prévalence de la maladie ainsi que sa distribution géographique augmente dans le monde. Le traitement curatif précoce diminue le taux de mortalité. Les méthodes de contrôle fiables de la maladie sont des mesures sanitaires et notamment les approvisionnements en eau. Que pouvons-nous retenir? Je m'excuse, le caractère est assez petit, je ne sais pas si tout le monde peut lire cela. Vibrio cholerae est un bâtonnet droit ou incurvé avec flagelle polaire. Vibrio cholerae adhère à la muqueuse intestinale du grêle. Il n'est pas invasif, mais sécrète une toxine AB choléragène. La fraction A pénètre dans les cellules épithéliales et stimule l'adénylcyclase, provoquant ainsi l'hypersécrétion de l'eau, des chlorures et bloquant l'absorption d'ion sodium. Il y a une déperdition massive en eau qui peut aller jusqu'à 10-15 litres et des électrolytes. La mort résulte d'une hémoconcentration en protéines et d'une réduction de liquide, conduisant ainsi à un choc circulatoire et un collapsus. Je vous remercie pour l'attention. Merci beaucoup, cher professeur. Chers collègues, comme vous vous en êtes rendu compte, le professeur Ali Boulaboula a eu à nous donner les généralités sur le choléra, posant ainsi une base qui nous permettrait de pouvoir parcourir, durant ce mois de la femme, le thème autour du choléra. Divers aspects seront donc abordés et notamment la vaccination, certains approfondissements de cette prévention et les aspects épidémiologiques. Ceci n'a été que, dès le départ, un apéritif qui nous permettrait de pouvoir approfondir davantage et qui nous permettrait également de ramener nombreux autour de cette table pour que nous puissions partager l'expertise et que nous puissions préparer nos populations, les professionnels de la santé également, à pouvoir contrer cette maladie. D'entrée de jeu, nous avons entendu le professeur nous démontrer ou nous montrer qu'il y a des aspects multisectoriels et multidisciplinaires qui interviendraient ici. Quand il parle d'approvisionnement en eau potable, quand il parle de la prise en charge de ces patients du point de vue curatif, quand il parle de la prévention, eh bien, cela interpelle plus d'un secteur qui devrait se mettre tous autour d'une table. Cela étant dit, nous n'allons pas tordre le message, chacun a eu à l'écouter. Y a-t-il des questions? Y a-t-il avant des questions quelques éléments que nos amis panélistes en ligne actuellement pourraient bien ajouter à cet échange de cet après-midi? Merci, à vous la parole. À main levée ou postée dans la boîte à conversation, cela nous ferait énormément de bien pour pouvoir évoluer. Je suis en train de regarder parmi les participants s'il y a des amis du programme choléra dans l'un ou l'autre pays. Cela me ferait. Merci beaucoup. Oui, professeur Andy Boulaboula, vous avez la parole.
Merci, docteur Valérie, et bonjour à tout le monde. On remercie le professeur Ali pour cette présentation. Je pense que c'est des bases intéressantes pour la suite parce que j'ai ouï dire que ce mois-ci sera concentré au thème choléra. Il y a beaucoup à dire sur ce thème, comme vous l'aviez vu sur l'épidémiologie du choléra. Il y a maintenant une augmentation en termes d'incidence des cas euh, dans le monde et particulièrement en Afrique. Aujourd'hui, nous comptons plus de 15 pays sur les 55 qui ont des épidémies assez nourries de choléra. Et les régions qui sont affectées incluent les régions centrales, est et australes de l'Afrique. C'est donc assez sérieux. Ce n'est plus un problème d'un seul pays, mais de plusieurs pays, plusieurs régions, et dans les pays, plusieurs villes ou plusieurs provinces sont affectées. Et le taux de mortalité qui va avec, dans certains pays, va jusqu'à 58%, 50%, selon les cas. Euh, voilà, donc c'est pour dire que c'est assez sérieux. Quand je dis 50%, je vois par exemple une province qui enregistre énormément de décès, mais quand vous donnez le chiffre du pays, cela est beaucoup plus atténué. Vous êtes dans les 3%, donc vous ne sentez pas l'impact tout de suite de la maladie. Mais lorsqu'on fait une analyse de sensibilité, comme on le dit, donc par groupage, on arrive à une mortalité assez inquiétante. Ça va donc soulever des problèmes, des questions de prise en charge des patients, des questions de reportage des cas, et on enregistre énormément des cas de décès au niveau communautaire, c'est-à-dire les patients avec choléra sont en train de mourir chez eux, dans leur communauté, avant qu'ils ne reçoivent les soins appropriés dans les centres de traitement pour choléra, par exemple. Donc, je pense que cette présentation du prof Ali a donné l'essentiel pour les discussions intéressantes les semaines à suivre. J'espère que j'aurai aussi une plage pour ces présentations et donc on pourra échanger sur d'autres thèmes, d'autres aspects du choléra. Mais c'est en même temps une invitation parce que, écoutez, ce problème est très sérieux en Afrique et les Africains devraient profiter des plateformes de ce genre pour venir présenter leur expertise, présenter leurs difficultés, échanger de leur expérience parce il y a tellement de connaissances tout autour, mais les gens les gardent pour eux-mêmes. Donc, il faudrait qu'on stimule, c'est en même temps un plaidoyer pour permettre aux gens de s'exprimer, de ramener sur cette plateforme tout ce qu'ils ont pour que l'un et l'autre apprennent des expériences de partout et donc enrichir le tout. Voilà, donc tout n'est pas dans les bouquins, tout n'est pas dans les manuels, mais il y a énormément d'expérience lorsque plusieurs experts ou plusieurs praticiens se réunissent, que cela soit au niveau de la communication, que ce soit au niveau de la prise en charge clinique, que ce soit au niveau épidémiologique, la gestion des épidémies, que ce soit encore au niveau programmatique et même de la gouvernance, au niveau des responsables des programmes. C'est donc là énormément de connaissances que les gens peuvent amener dans des plateformes comme celle-ci. Voilà. Donc, bonne suite de session. Merci, professeur Ali et docteur Valérie et les autres. Un grand merci pour cette contribution, et je dirais même ces contributions qui nous jettent dans cette grande piscine du problème du choléra à travers le monde et particulièrement sur le continent africain. Alors, je voudrais poser une question au professeur Ali Boulaboula. J'ai vu la prise en charge, je sais bien que la prise en charge n'a pas été votre focus, j'ai vu la prise en charge choléra avec les aspects antibiotiques, alors qu'il y en a qui font des approches avec principalement d'abord
cette réhydratation. Je ne sais pas quel est votre point de vue autour de la mise en œuvre ou en mise en, en traitement donc des patients avec antibiotiques. Est-ce que cela passerait en premier? Bien, cela devrait intervenir à une étape donnée ou pour quelques types de patients donnés. Merci. Merci beaucoup, docteur Valérie, pour cette question. Au fait, on met l'accent sur la réhydratation du patient parce que euh, tous les malades n'ont pas le même, un tableau aussi intense qu'il est décrit. Donc, la forme est grave qui va faire perdre jusqu'à 10-15 litres de liquide par jour. Eh bien, il faut réhydrater correctement le malade, sans l'inonder, bien sûr. Et ensuite, on peut raccourcir, on peut raccourcir cet accès en donnant les antibiotiques. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup, cher professeur. Y a-t-il une autre question? Quelqu'un qui aimerait bien ajouter? Oui, cher collègue Jean-Pierre Azadi. Et après lui, ça sera à Romatondo. Oui, allez-y. Votre micro est encore fermé. Merci. Merci beaucoup pour la parole, Dr. Valérie. Et sincèrement, merci au professeur Ali pour cet exposé. Et dans la présentation du professeur, nous avons les milieux aquatiques alcalins ou à pH alcalin ou salin. Mais euh, nous constatons plus que dans notre pays, spécifiquement, la maladie sévit dans la région des Grands Lacs. Et alors que les lacs ne sont pas seulement dans cette région. Mais qu'est-ce qui fait que la maladie puisse être vécue seulement de ce côté-là, mais pas à l'ouest? Par exemple, le lac Maïndombe, n'a jamais eu de cas, alors que c'est un milieu aquatique dans lequel aussi pouvaient se développer aisément les vibrio. Merci, professeur. Merci, confrère, pour cette question. Les provinces de l'Est du pays ont d'abord relief, un relief assez remarquable. Et je pense que du nord-est au sud-est jusqu'au au plateau du Nord Katanga, c'est environ 3% du territoire national, cette partie-là, où nous pouvons avoir des volcans et des lacs. Et il est difficile dans cette région de distribuer ou d'organiser les approvisionnements en eau où il y a un problème pour les constructions des maisons avec les évacuations des excrétas qui, pour ceux qui ont déjà visité cette région, surtout de nord-sud Kivu et le Tanganyika, vous verrez que les évacuations de ces excrétas vont jusque dans les lacs. Et quand il n'y a pas d'eau, les gens vont vers le lac prendre, s'approvisionner en eau. Donc, il y a un problème de construction anarchique,
mais aussi les niches qui construisent sans beaucoup de normes autour de ces lacs, avec tout ce que je viens de raconter là-bas, sur les évacuations des excréta, des eaux usées. Mais ne l'oublions pas, et l'Est du Congo, de la RDC, connaît non pas seulement des catastrophes naturelles, telles que des éruptions volcaniques, eh bien, nous avons aussi des mouvements de population à cause des conflits à répétition et, et parmi les facteurs de transmission, nous avons les mouvements de population, nous avons les conflits. Voilà ce que je peux dire à ce niveau. Il y en a qui sont allés jusqu'à dire que l'eau de ces lacs serait alcaline. Et or, c'est dans le milieu alcalin où se développe à souhait ce vibrio cholère. Votre question concerne la différence qui existerait avec la partie ouest du pays. Bon, la partie ouest du pays, je n'ai jamais été au Bas-Congo parce qu'il y a aussi un relief là-bas pour me donner l'idée de ce que serait la situation de construction, les catastrophes naturelles. Mais voilà, brosser en quelques mots les caractéristiques des provinces de l'Est de notre pays. Merci. Merci beaucoup, professeur. Je, j'aurais aimé aussi que s'il y a des amis de la médecine environnementale, s'ils peuvent bien apporter quelques contributions en plus de ce que le professeur vient de donner, euh, assez largement. Comme il dit, l'urbanisation pose problème, la gestion des déchets pose problème. Y a-t-il des éléments aussi additionnels environnementaux que certains pourraient bien indiquer ou qui pourraient faire aussi cette grande différence entre les deux côtés? Merci. Cher collègue Aaron, allez-y. Oui, merci beaucoup pour la parole. En tout cas, le collègue qui m'a précédé a un peu abordé l'aspect de ma question parce que quand on regarde les facteurs favorisants de la maladie et on regarde les niveaux de vie dans les provinces de l'ancien Bandundu, par exemple. Je viens de faire un tour là-bas, même les niveaux S'il vous plaît, Aaron, de est-ce qu'il y la a moyen de vous approcher de votre micro? vie. Votre micro crache. Allez-y, allez-y. Oui, merci professeur. Je disais, j'allais aborder sur le même sens que les collègues qui m'ont précédé et pourquoi de la maladie qui sévit beaucoup plus à l'est qu'à l'ouest. Parce que les niveaux de vie à l'ouest semblent beaucoup plus difficiles qu'à l'est. J'ai eu la petite chance de fréquenter les deux côtés. Mais quand je regarde beaucoup plus à l'ouest, surtout l'ancienne province du Grand Bandundu, ils ont un sérieux problème en termes de latrines. Les gens font des défécations dans l'eau et tout, mais on ne note pas beaucoup de cas de choléra comparé euh, 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 à l'Est. Bon, les arguments que le professeur vient de donner sont justes, mais je pense peut-être qu'il faut, je sais pas comment on peut faire des analyses pour voir cette différence. Ma deuxième petite préoccupation, c'était en termes de la vaccination. Qu'en est-il, bon, on a informé ces derniers temps sur la vaccination. Pour une maladie qu'on connaît depuis longtemps, qu'en est-il de la vaccination à ces stades? Est-ce qu'il y a des progrès? Est-ce qu'on peut envisager des vaccinations des masses ou bien c'est encore en pleine étude? Merci beaucoup pour ça.
Merci, Monsieur Aaron, pour vos apports et vos questions. Je n'ai pas beaucoup insisté sur la vaccination parce qu'il est prévu une plage, je pense qu'à la fin du mois, plage sur la vaccination et le choléra. Je pense que nous pouvons nous armer de patience pour que on puisse étancher notre soif sur la vaccination. Euh, les molécules circulant sont assez performantes, mais il faut signaler maintenant de vaccins ou qui dirigent l'activité de vaccination ont même proposé, si on ne peut pas donner les deux doses qu'on donnait, qu'on puisse le faire avec une seule dose, ce qui expliquerait les déséquilibres qu'on connaît maintenant. Voilà ce que je peux dire. Mais quant à la différence entre les provinces de l'Est et les provinces de l'Ouest, bon, je pense que les arguments que j'ai avancés, évidemment, le niveau de vie comme facteur, la promiscuité comme facteur, à, à- merci. Merci beaucoup. J'ai vu aussi notre collègue Andy Boulaboula. S'il vous plaît, ouvrez votre micro. Oui, merci pour la parole. Je pense que c'est des questions difficiles et c'est pas toujours évident qu'il y ait des réponses tout de suite. Euh, Plusieurs années. L'Ouest, je connais aussi, pour y avoir passé quelques années, pour y avoir travaillé aussi. Donc, en dehors des aspects pardon, de- des guerres qui ont créé une destruction des infrastructures, et ceci inclut la gestion du péril fécal, euh, en plus des pratiques genre défécation à l'air libre, etc. Il y a aussi le déplacement interne des réfugiés ou des populations suite à des guerres. Euh, et puis, ces déplacements, et puis mauvais accès ou accès insuffisant aux infrastructures sanitaires requises. Tout ceci, ça augmente les chances d'avoir des eaux contaminées par des sels contenant le Vibrio cholerae. Et donc, un accès difficile à l'eau potable, les gens vont consommer une eau qui n'est pas propre et qui est maltraitée. Donc, les risques sont plus grands de faire des épidémies de choléra.